L'écho des côtes, ta da ta 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 da da da. La 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 da, la la da da da. L'écho des côtelettes. Bienvenue à l'écho des côtelettes. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde de la restauration, la sous-traitance. En gros, c'est quand un traiteur ou un restaurateur confie une partie de son travail à un autre artisan. Alors la question qu'on se pose, elle est assez simple. Est-ce que c'est une stratégie d'optimisation, disons, brillante, ou est-ce que c'est une bombe à retardement ? Pour ma part, je suis convaincu que c'est un levier de croissance indispensable pour rester agile et compétitif. Et de mon côté, je dirais que c'est souvent là que les problèmes commencent, une prise de risque qui peut coûter très très cher à l'identité d'une maison. Écoutez, pour moi, la sous-traitance est avant tout une décision stratégique, purement et simplement. Un restaurateur, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être à la fois un maître saucier, un boulanger d'exception et un pâtissier hors pair. En déléguant, par exemple, toute la partie boulangerie à un artisan qui est reconnu pour ça, il ne perd rien. Au contraire, il importe une compétence, il élève sa propre offre, et ça lui permet de se concentrer là où il excelle vraiment. La création des plats, le service, bref, l'expérience client. C'est une allocation intelligente des ressources, voilà tout. C'est la dépendance. On commence par le pain, puis on passe au dessert, et très vite, le restaurant devient quoi ? Un simple assembleur de produits qui sont faits par d'autres. On perd totalement le contrôle. Le risque sur la qualité il est énorme. Parce que le sous-traitant n'aura jamais le même engagement que vous, et surtout, il y a le point juridique. En cas de pépin, une intoxication alimentaire, un produit non conforme, c'est l'entreprise qui a commandé qui est seule responsable face au client. La réputation, elle, ne se sous-traite pas. Vous soulevez le point de la responsabilité, c'est un bon point, mais c'est justement là qu'une bonne gestion du risque entre en jeu. La flexibilité qu'on y gagne est vitale. Imaginez un traiteur qui décroche un contrat énorme pour un séminaire de 500 personnes. Est-ce qu'il doit refuser parce qu'il n'a pas la capacité de production en interne, ou alors est-ce qu'il doit embaucher massivement pour un besoin qui n'est que ponctuel ? Non, la sous-traitance lui permet de dire oui, de saisir l'opportunité sans alourdir sa structure de coût pour rien. C'est une gestion financière saine. Vous parlez de gestion de risque, mais est-ce qu'on ne fait pas que troquer un risque financier, qui est visible, contre un risque opérationnel, invisible et potentiellement catastrophique ? Prenons un cas concret. Vous organisez le mariage de l'année. La veille au soir, à 22h, votre pâtissier sous-traitant vous appelle. Il a eu une intoxication dans son labo, il ne peut pas livrer la pièce montée. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez 300 invités qui attendent un dessert que vous n'avez jamais appris à faire. L'entreprise est paralysée. Ce n'est pas de la gestion de risque, ça. C'est un transfert de risque vers un partenaire que vous ne maîtrisez absolument pas. L'exemple est frappant, je vous l'accorde, mais il illustre un cas de mauvaise gestion, pas une faille du modèle en soi. Un professionnel sérieux, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier, il travaille avec plusieurs sous-traitants pour ses postes critiques. Et puis, on peut voir les choses différemment. En s'associant avec un maître chocolatier de renom pour les desserts, un traiteur ne prend pas un risque, il fait une montée en gamme. Il propose un savoir-faire qu'il ne pourrait jamais développer en interne. C'est un argument de vente, un gage de qualité. Je comprends l'idée, mais à quel prix ? Dans la réalité, le risque de manque de coordination est immense. Et l'entreprise principale assume toutes les conséquences. Garantir une qualité constante quand on ne supervise pas la production au quotidien, c'est un travail à temps plein. Ça veut dire des audits surprises dans les cuisines, des clauses de pénalité dans les contrats. Le coût de cette gestion est presque toujours sous-estimé. Et au-delà de ça, on dilue la marque. Si tout le monde se fournit chez le même super pâtissier, où est l'originalité ? Le client ne vient plus pour vous, il vient pour votre fournisseur. Bon. Pour résumer ma pensée, je maintiens que la sous-traitance, si elle est bien encadrée par des contrats clairs et des partenariats solides, est un outil économique puissant. Elle offre la souplesse nécessaire pour s'adapter et elle permet de se concentrer sur ce qui fait vraiment la différence, l'innovation et la relation client. Et je conclurai en disant que la facilité apparente de la sous-traitance masque des dangers bien réels de dépendance et de perte de contrôle. C'est une stratégie qui peut vider une entreprise de sa substance et la fragiliser sur le long terme si elle n'est pas pilotée avec une prudence, disons, extrême. Notre échange montre bien que la tension se situe entre l'agilité économique et la souveraineté opérationnelle. La question n'est peut-être pas de savoir s'il faut sous-traiter, mais de définir ce qui constitue le pleur non négociable de son métier. Exactement. Et le débat sur où placer ce curseur est loin d'être terminé. C'est un équilibre que chaque entrepreneur doit trouver pour lui-même. L'écho des côtes, ta da ta 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 da da da.
l'écho des côtelettes.